étudiants, des professeurs. Dans le cadre des activités de l'Association marocaine pour la recherche historique et en collaboration avec le labo Histoire et Patrimoine en Méditerranée occidentale, et dans le cadre du 14e anniversaire de l'Association marocaine pour 41 anniversaire de la MRH, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous un des éminents chercheurs dans l'histoire du Maroc moderne. Il est très difficile dans un laps de temps de présenter le professeur Bernard Rosenberger. Les nouvelles générations ne savent pas beaucoup de choses sur notre professeur et ses contributions dans le domaine historique. Beaucoup sont nés après les années 70. Ceux qui ont vécu cette période se souviennent bien de lui en tant qu'éminent chercheur et professeur à l'université Mohamed V, ancien institut des hautes études marocaines. Il a plusieurs publications dans le domaine de l'histoire du Maroc moderne. Ces gens se souviennent aussi de l'impact de ses écrits sur l'histoire du Maroc, surtout sa contribution célèbre publiée dans la revue Espéris 1973, en collaboration avec l'éminent médiéviste Hamid Triki sur famine épidémie au Maroc au XVIe et XVIIe siècle. C'est une référence pour beaucoup qui ont travaillé sur le problème des famines au Maroc. Donc, je disais que cette publication a été traduite dans les premiers numéros de la revue de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rabat par Mohamed Znebal, que Dieu ait son âme, et par M. Aloutef Chedi. Pour ceux qui ne connaissent pas le professeur Bernard Rosenberger, il a été enseignant au lycée Ibn Abbad à Marrakech et à la faculté des lettres de Rabat entre 1957 et 1973. Il a enseigné également à l'université Paris 8 entre 1978 et 1996. Ses cours ont porté sur l'histoire du monde musulman au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et surtout sur l'histoire du Maroc et ses relations avec les rives de la Méditerranée. Il est toujours en activité sur le plan scientifique. Il a participé au colloque de l'Institut du monde arabe en 2010, consacré à l'aéole africaine et les formes de communication culturelle en Méditerranée. Depuis 1964, il a enrichi la bibliothèque historique marocaine par ses recherches qui nous ont permis de comprendre l'histoire du Maroc moderne. Il a contribué de concert avec Brahim Boutaleb, Berignon, Abdelaziz Amin et autres à l'excellente histoire du Maroc, paru chez Atier en 1967. Ce travail qui va, j'espère, voir le jour dans sa version arabe dans les prochains jours qui viennent. Son livre intitulé Le Maroc au XVIe siècle, ce beau livre qui a été édité dans les éditions, les fondations des Trois Cultures, ce beau livre, je disais qu'il s'intitule Le Maroc au XVIe siècle, le seuil de la modernité, est un bel exemple. C'est le fruit d'une série de conférences au nombre de 5 à l'Institut du monde arabe. C'est une synthèse de recherche qui ont été commencées depuis 30 ans dans le cadre d'une thèse sur la direction du professeur Claude Cahen. Pour plusieurs raisons, l'œuvre n'a pas vu le jour, mais elle a donné naissance à ce beau livre composé en 6 chapitres avec des thématiques différentes et qui est publié par la Fondation, comme je le disais tout à l'heure, des Trois Cultures en 2008. Il est très difficile de cerner les publications du professeur Bernard Rosenberger. On peut citer, à titre d'exemple, au moins 6 ou 7 publications dans la revue Espéris de 1967 à 1999 sur la personne de Yahya Tafous, Tsemdul, c'était minière, note sur Kouz, ancien Coran Bouchour de Ouattansif, Jbel Awam, mine d'argent en 1964, les Juifs au Maroc au 15e en 1999 et famine épidémie que j'ai cité auparavant en 1973. Des publications également dans la revue Studia Islamica, telle La recherche des racines du Maroc moderne, écriture et réécriture de l'histoire moderne en 1991. Des publications ont touché également le domaine de la nourriture et la cuisine. On peut citer également des titres comme exemple. La cuisine entre l'œuvre consacrée à la cuisine arabe, dans l'œuvre collective consacrée à l'histoire de l'alimentation, dirigée par Montanari et Flandrin. Puis également un article dans les Annales, culture complémentaire et nourriture de substitution, diététique et cuisine dans l'Espagne musulmane et le désert du goût au 13e, 18e. Également les pâtes dans le monde musulman, dans la revue médiévale,
Beaucoup de publications également ont touché d'autres aspects de la culture, tels les exemples de publications sur les saints, tels Saint Imine, ou bien des lions saints et sultans au Maroc, des études offertes à Delors. L'histoire économique également a été également dans ses intérêts. L'histoire économique du Maghreb, les relations économiques de la basse Andalousie et les ports médiévaux sur la côte du Maroc, paru dans Archéologie américaine. Donc, du beau livre sur le Maroc au XVIe siècle. On peut ajouter également les assises du pouvoir, temps médiévaux en collaboration avec Redon, société, pouvoir et alimentation, nourriture et précarité au Maroc précolonial, dans les publications Alizé en 2001. Ce beau livre a été également comme une lecture de M. Hobida, je ne sais pas où il a été publié, mais il y avait une lecture critique de cet ouvrage. Peut-être que j'ai oublié d'autres. Je ne pourrais être exhaustif vu l'ampleur des travaux d'un éminent chercheur à qui nous souhaitons une bonne santé pour nous gratifier de recherche dans le domaine de l'histoire du Maroc moderne où il a excellé. Enfin, il ne me reste qu'à remercier de nouveau, en mon nom et au nom de tous les composants de l'université Ibn Tufayl, qui a eu l'amabilité de nous rendre visite pour présenter cette conférence à nos étudiants du master. Merci pour votre attention. À vous la parole, M. Bernard Rosenberg. Mesdames, Messieurs, les professeurs, chers collègues, et que voilà, mais qui est peu connu, semble-t-il. Et dans ce livre, il y a évidemment un chapitre consacré à Ahmed al-Mansour. Il est mieux connu maintenant grâce à un témoignage fondamental ce sont les mémoires d'un prisonnier portugais qui a été capturé non pas, évidemment, non pas, comme on pourrait le croire, à Alexandre, mais dans la banlieue de Tanger lors d'une escarmouche. Il s'agit d'un personnage très haut placé dans la hiérarchie portugaise. C'est le fils du gouverneur, ou le vice-gouverneur de l'Inde. Il s'appelle António Salgado. Ses mémoires ont été publiées au Portugal, mais également avec c'est écrit en portugais évidemment, avec une traduction française d'un professeur de la Sorbonne. C'est un témoignage extrêmement précieux. Pourquoi? Parce que ce monsieur, étant un haut personnage, est prisonnier, certes, mais on peut dire prisonnier sur parole. Il est à la cour d'Ahmed al-Mansour, il circule librement. Et comme autour d'Ahmed al-Mansour, énormément soit des chefs militaires, soit même des membres de la haute administration, sont des ce sont des Européens, beaucoup de Portugais, qui ont été faits prisonniers, et puis bon, ils ont trouvé que c'était plus... On était finalement pas mal au Maroc, ils se sont convertis comme ça, en surface, probablement. Donc, il parle librement à tous ces gens-là, et il sait énormément de choses. Il nous apprend énormément de choses sur Ahmed al-Mansour. De plus, récemment apparu un livre d'un Marocain, je pense, Nabil Mouline, qui s'intitule, alors bizarrement, voilà, vraiment le titre me fait un peu sursauter, Le califat imaginaire d'Ahmed al-Mansour. Moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'il a d'imaginaire. Mais bon, donc on sait beaucoup de choses maintenant sur ce personnage. Ce règne, on peut dire que c'est un aboutissement. C'est un aboutissement parce que il bénéficie des acquis de ses prédécesseurs. C'est-à-dire ses prédécesseurs, Mohamed Chir, Al-Ghanib, etc. Et surtout Abdel Malik. On peut dire que c'est l'apogée de la dynastie. Hein. On peut dire que c'est l'apogée de la dynastie. Mais sur cet héritage, je voudrais vous citer ce que je fait mis dans ce bouquin. Donc, 49.
Muncher a pu certainement une grande partie grâce à sa victoire à Santa Cruz en 1541, mais aussi par son énergie, unifier le pays à son profit, éliminer les Wattasi, hisser son royaume à un rang enviable sur la scène internationale. Mais son ambition est grandement responsable des mauvaises relations avec l'Empire ottoman. Donc la menace l'oblige à un rapprochement avec l'Espagne. Cette orientation est encore plus nette après son assassinat de son successeur, en dépit de concessions qu'il s'efforce de limiter au plan formel. Dès lors, la politique saadienne s'efforce de trouver le moyen de jouer entre ces deux puissances, les plus grandes à cette époque, de tirer parti de leur rivalité en laissant craindre à chacune, mais principalement à l'Espagne, une alliance avec son ennemi est possible. Toutefois, pour que cette menace soit crédible, il faut au pouvoir saadien garder surtout une force armée suffisante et par conséquent trouver les ressources financières correspondantes par une forte pression fiscale qui suscite des résistances dans la population. C'est pourquoi aussi une particulière attention reste accordée à l'économie, au commerce avec l'Europe, qui, pris en main par le Marsden, doit contribuer à alimenter le trésor, procurer l'armement moderne destiné à vaincre les oppositions intérieures et tenir la dragée haute aux ennemis extérieurs. Bon, voilà le problème posé. Donc, ambition califale, premier point. En 1578, vous savez bien, son avènement se produit dans des circonstances particulièrement favorables. Il est victorieux, la fameuse bataille des Trois Rois. Son frère, Abdelmalek, est mort pendant la bataille, on ne sait pas très bien à quel moment. Bon, c'est courant, hein, un des sultans ottomans aussi est mort dans des circonstances analogues. Il était dans sa litière, on faisait comme s'il était encore. Peu importe, c'est un détail. Il a 32 ans, donc il est relativement jeune, mais il a quand même de l'expérience. Il a, pour le compte de son frère Abdelmalek, il a gouverné le sud du Maroc. Il élevait les impôts, etc. Alors, il a gloire, bien sûr. Hein. C'est impressionnant, la défaite portugaise. La gloire et la richesse. Richesse pourquoi? Parce qu'il a fait de très nombreux prisonniers, en particulier des nobles portugais, et ces gens-là, leur famille, vous savez bien, c'est la pratique des rançons. Les gens payent pour racheter le prisonnier. Donc, dans un premier temps, on l'a appelé Bani, d'accord, mais cette ressource en or vient dans un premier temps, là, à ce moment-là, essentiellement de ce que payent les Portugais, les familles portugaises, pour racheter leurs prisonniers. Il est perçu par les États voisins comme une puissance. Et puis, vous savez bien, il a pris le laqab Al-Mansour du Mec. Donc, de nombreuses ambassades qui sont rapportées complaisamment par Fishtali, par Ifrani. Alors, on raconte l'ambassadeur ottoman, l'ambassadeur d'Espagne. Tout ça fait, hein, ça montre à quel point il est considéré comme un personnage important. Ces ambassades viennent encore aussi par la suite. Il reçoit constamment des ambassades qui viennent négocier, qui viennent... il y a des projets, en particulier des projets avec l'Angleterre. Alors, on peut dire aussi que le face-à-face avec les Ottomans, l'Empire turc, se produit à ce moment-là dans des circonstances plus favorables. Parce que vous savez que depuis le début, il y a un face-à-face avec l'Empire ottoman. Et c'est le problème du califat. Quand on lit entre les lignes ce qu'écrit Ifrani, on comprend très bien que c'est de cela dont il s'agit. Sinon, pourquoi Ifrani nous parlerait au début, alors que ça n'a apparemment aucun rapport avec l'histoire de Saadien? Pourquoi il nous parle tout d'un coup de la conquête de l'Égypte? Bon. Et si on fait ensuite le lien avec le récit de la manière dont il, reçoit l'ambassade turque en lui disant « on va dire au sultan des Barques, etc. » Autrement dit, il envoie promener l'ambassadeur. Donc il y a un conflit. À quel sujet? Au sujet du califat.
cette famille chérifienne, ne l'oublions pas, ne peut pas admettre qu'un Turc, on est compte un Turc, un Ajam, se prévale du titre de calife. Donc c'est là le fond du problème. Alors évidemment, en 1578, victorieux avec quand même l'aide des Turcs, hein, il y a un contingent turc dans son armée. Mais bon, il a moins à craindre le voisinage des Turcs. Je dis voisinage, ils sont en Algérie, ils sont à Tlemcen. D'ailleurs, tout de même, l'Empire turc est un peu affaibli. N'oublions pas qu'il a subi une très grave défaite en 1571 à Lépant, où sa flotte a été pratiquement anéantie. Le Portugal va disparaître, hein, parce que donc Sébastien est mort sans héritier, c'était un jeune fou. Bon, il voulait vouloir faire la croisade au Maroc, il est mort, pas d'enfant. Étant donné les liens familiaux qui existent entre la couronne de Portugal et la couronne d'Espagne, Philippe II revendique le Portugal et il annexe le Portugal en 1580. Bon, la situation est donc plus claire. La carte politique, peut-on dire, est simplifiée. L'Empire ottoman, le royaume saoudien, l'Espagne. Et puis, il y a un nouvel acteur qui est apparu. C'est l'Angleterre. L'Angleterre est apparue comme acteur à partir de 1550. En deux mots, il faut dire pourquoi. Les Anglais étaient très intéressés par des produits du Sud, hein, en particulier par le sucre. Et ils venaient chercher le sucre dans le sud de l'Espagne. Ils avaient des relations suivies avec Séville notamment. Or, comme suite à l'occupation de Fès, à la prise de Fès par Mohamed Chir, ils ont pris peur. Ils ont pris peur, ils ont cru qu'il y allait y avoir une alliance entre le Maroc et l'Empire turc, et Charles Quint a interdit je ne sais plus Charles Quint, enfin peu importe, le roi d'Espagne a interdit à ses ressortissants de venir au Maroc. Pas seulement les Espagnols, hein, n'oublions pas qu'à ce moment-là, l'Espagne possède aussi les Pays-Bas. Donc il y avait des navires flamands, etc. qui venaient. Bon, plus de relations avec le Maroc. Alors, à Séville, quand les Anglais arrivent, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils vont aller eux-mêmes au Maroc chercher ce dont ils ont besoin. Or, ils peuvent aller où? Ils peuvent aller à Agadir, sans être Fiber. Le Portugal avait abandonné presque aussitôt après sa fille et Azemmour. Et à ce moment-là, comme si ça ne suffisait pas, les Espagnols vont abandonner aussi, les Portugais vont abandonner d'autres places fortes, notamment à Silla. Donc les Anglais vont être un acteur très important. Pourquoi? Parce que l'Angleterre est protestante, alors que l'Espagne est catholique. Et il y a une rivalité féroce entre ces deux pays. Ça va être un élément de plus sur lequel la diplomatie d'Al-Mansour va pouvoir se. Alors, en effet, donc, ambition, quels sont les moyens de cette ambition? Eh bien, dans un premier lieu, naturellement, il consolide le pouvoir sultanien. Avec quoi? Avec une armée. Hein. On a pu dire que l'épine dorsale du régime, c'était cette armée. Aussi, sur le plan financier, c'est ce que je disais au début, il faut de l'argent. Alors, ça a été bien développé dans le livre de Moulin. Il y a tout un décor, une ostentation, hein, des cérémonies. Il faut un cadre architectural, construction de ce fameux palais de Marrakech, c'est-à-dire. Il y a par exemple le symbole du parasol, qui est le symbole califal par excellence. Hein. Bref, je n'insiste pas là-dessus. Alors, deuxième moyen, oui, troisième même, c'est l'économie dirigée. Une économie dirigée, non pas directement, mais quand même contrôlée. Comment ça se passe?
Eh bien, il s'agit d'exporter le plus possible pour justement enrichir le trésor, les droits de douane, etc. Mais il y a autre chose qui apparaît à ce moment-là, c'est pourquoi je parle d'économie dirigée, il y a l'extension de la culture de la canne à sucre et la création d'usines. On peut parler d'usines parce que auparavant c'était des entreprises un petit peu. Les pressoirs étaient traditionnels avec les meules. On est sûr qu'il a fait construire de véritables usines comme celles qu'on va trouver au Brésil, pas très longtemps après. Alors, par exemple, c'est très visible sur les vestiges à Chichaoua ou à bien d'autres endroits. Hein. Paul Berthier a fait là-dessus un travail remarquable. On sait comment ça fonctionne. Et puis alors, il faut voir ce qu'en dit Fishtali, compare ça aux pyramides d'Égypte. Donc, il essaie d'intégrer le Maroc, il intègre le Maroc, parce que c'était déjà le cas avant lui, c'est ce dont j'ai parlé hier à Rabat. L'ouverture du Maroc sur l'Atlantique, elle est faite déjà depuis longtemps, elle est faite depuis le début du siècle. Mais il en profite. Il intègre l'économie marocaine dans les circuits mondiaux. On parle beaucoup en ce moment de mondialisation. Et c'est pas né d'aujourd'hui, la mondialisation. Ça a commencé à cette époque. Et il privilégie les échanges commerciaux en imposant le monopole de l'État sur certains produits. Le sucre, le cuivre et d'autres. Et en échange, qu'est-ce qu'il obtient? Alors, il n'exploite pas directement la canne à sucre, c'est pas lui qui l'exploite. Il fait ça selon la formule du fermage. Il afferme les sucreries à des capitalistes. Et à l'époque, évidemment, la plupart des capitalistes disponibles, ce sont des juifs. Des juifs d'origine hispanique. N'oublions pas qu'ils ont été chassés d'Espagne. Donc, ils sont venus, pour une partie d'entre eux, au Maroc. Et c'est eux qui sont les gérants de ces entreprises. Alors, ça existait avant lui, ça existait. Il n'a fait que poursuivre une politique en intensif. Il a une conception, on pourrait dire, au même moment, en Europe, on a des conceptions identiques, c'est-à-dire une conception monétariste de l'économie. C'est-à-dire que empêcher l'or de sortir. Donc, en vendant du sucre, aux Anglais, les Anglais doivent en échange apporter ce dont il a besoin pour équiper son armée, des tissus, pour habiller ses soldats, des armes, des munitions, de quoi aussi équiper une flotte. Car c'est ça son originalité. Bon, son prédécesseur Al-Khalib a déjà commencé à équiper des navires. Mais Al-Mansour va créer une véritable flotte de guerre. Bon, oui, conception monétariste. Alors je cite Fichte. Les mines d'or sont le pilier du monde et le fondement du pouvoir et de la gloire. Celui qui possède les mines possède la terre entière. Je pense que cette phrase explique la conquête du Soudan, entre autres choses. Seulement, il a conquis le Soudan, mais les mines d'or, elles ne sont pas là où il croit, ou là où on croit qu'elles sont. Elles ne sont pas à Tombouctou, elles ne sont pas à Gao, elles sont bien plus au sud. Et on verra que cette affaire-là était assez décisive. Donc, les finances, cette ambition se propose sur des finances, évidemment. Mais bien, les besoins dépassent les ressources. C'est un gros problème d'Almansour. Au départ, j'ai dit que ces finances étaient alimentées par les rançons payées par les Portugais. Il y a eu aussi le butin, un butin énorme qui a été fait sur le champ de bataille. Et puis, il y a les impôts. C'est ça la grosse question. Les impôts restent pesants. En dépit d'affirmations
de gens comme Fichtali, mais Fichtali c'est un courtisan, il trouve tout très bien. Il y a eu aussi des manipulations monétaires. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais des histoires sur le change, on a fait de la dévaluation. En diminuant le titre, par exemple le titre de métal précieux dans les monnaies. Il y a tout un trafic là-dessus. Donc il n'était pas tout à fait à l'aise du point de vue financier. Pourquoi? Parce qu'il faut payer. Il a mis sur pied une armée énorme. Saldagne a évalué cette armée au total à une 60aine de mille. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et il fallait les habiller, les nourrir, les loger. Et puis, alors, cette armée, il s'en sert pour montrer sa force. Il y a des parades, des défilés, avec, on nous décrit l'ordre dans lequel les unités se présentent. Tout ça inspiré des Turcs. C'est très curieux, dans l'Ifrani, les noms des différents corps de cette armée sont des noms turcs. Il y a notamment parmi eux un corps des Européens des Roniga, donc pourquoi a-t-il confiance dans ces étrangers? Ça peut paraître étrange. Mais si ce sont des gens qui d'abord sont venus volontairement se mettre à son service, ou bien étant esclaves, il les a affranchis lorsqu'ils se sont convertis, il a pleine confiance en eux. Beaucoup plus que dans ces sujets. Il n'a pas très confiance dans les tribus. Il va s'efforcer, par exemple, de désarmer les tribus. Alors, il reste qu'il a on peut dire qu'il a acquis le monopole de la violence grâce à cette arme. Et il dispose, lui, d'armes à feu. Alors qu'à ce moment-là, les tribus n'ont pas encore d'armes à feu. Elles vont commencer à en avoir lorsque le système va s'écrouler à la suite des famines, des guerres civiles, etc., où les Européens vont introduire des armes, où il va y avoir une contrebande. Mais pour le moment, les tribus sont armées de saguets, de lances et de flèches. Et lui, il a des armes. Il a en particulier une arme d'élite, ce sont les arquebusiers à cheval. Ce sont donc des forces d'intervention rapides, si vous voulez, on dirait ça aujourd'hui, et qui peuvent réprimer toutes les manifestations de désobéissance. Bon, donc, alors comment cette ambition va se manifester? Eh bien, elle se manifeste dans le décorum, dans les parades militaires, comme je viens de dire, dans la titulature. Il s'intitule Amir al-Muminin. Mais ça va plus loin, parce que, alors là, on ne sait pas très bien si effectivement Mohamed Shir al-Mahdi, le premier saadien, s'intitulait Amir al-Muminin. C'est pas très clair. Mais pourtant, sur sa tombe, effectivement, il est appelé Amir al-Muminin. Donc, il est lu Amir al-Muminin, fils d'Amir al-Muminin, c'est-à-dire al-Ghali, fils de. Donc, il revendique en somme 3 générations califat, que ce soit vrai ou pas. Les parades militaires, la titulature, le palais du Badir, la monnaie, bon, sur les monnaies, évidemment, il y a écrit Amir al-Muminin. Pour lui, les monnaies, c'est un instrument de communication, c'est très important. C'est pas seulement un instrument de paiement, c'est aussi, ça circule de main en main, et les gens regardent ce qu'il y a. Des célébrations somptueuses, par exemple, la fête du Maoulid devient quelque chose d'incroyable. Il y a une foule qui vient au palais, qui est nourrie, qui est. Voilà. Et même, alors, je vous cite, c'est une découverte que j'ai faite, qui m'amuse beaucoup. Il a voulu aussi faire construire, à partir de la fin, c'est vers la fin de son règne, une mosquée qui soit la plus grande mosquée de l'Occident musulman, déjà. Et cette mosquée, il n'a pas pu la terminer parce qu'il a commencé à y avoir des troubles, il y a eu Al-Nasir qui a commencé à se soulever, et puis il a eu des difficultés financières. Et où est-ce qu'elle était, cette mosquée? Eh bien, elle était à un endroit qui est connu du monde entier et qui porte le souvenir de cet échec.
Jama al-Fna, tout simplement. Hein. Et c'est très clair, ça, Saldani avait dit, ça ne veut pas dire qu'on a toutes sortes de choses là-dessus, mais il est très clair que Jama al-Fna, c'est le souvenir de cette Jama, de cette grande mosquée, qui est tombée en ce moment dans la ruine, dans le désastre. Donc c'est pour ça qu'il est resté un espace vide, cet endroit-là, hein, qui a été occupé par ce que vous savez, la place que vous savez. Donc voilà comment il veut manifester son ambition. Si vous voulez, il y a le parallèle. Peut-être que ça compte, je ne sais pas trop. Au même moment, Philippe II en Espagne construit cet énorme machin qu'on appelle l'Escorial, au nord de Madrid. Alors peut-être qu'il voulait rivaliser. L'autre manifestation de son ambition, c'est la diplomatie. J'ai suggéré ça dès le début, une diplomatie habile. Il joue entre l'Espagne et la Turquie, et avec un atout supplémentaire qui est l'Angleterre. Il fait croire aux Turcs, si vous voulez, qu'il va pencher du côté espagnol. Et alors, un exemple, il va avertir les Espagnols que les Turcs vont venir l'attaquer, parce que les Turcs veulent le mettre au pas. Au début, il a accepté la vassalité turque. Puis ensuite, il a rejeté. On sait même qu'il a piétiné, vous savez, cette queue de cheval, il a piétiné devant l'ambassadeur espagnol pour signifier qu'il rompait avec l'Empire ottoman. Donc les Ottomans, les Turcs, veulent le contraindre à obéir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'Espagne, vous savez, les Turcs là, ils sont menaçants. Méfiez-vous, méfiez-vous. Alors les Espagnols montent la garde avec leur escadre, montent la garde dans le détroit de Gibraltar. Bon. Et tous les Turcs ne peuvent pas passer et venir attaquer le Maroc, au moins par mer. Et qu'est-ce qu'il fait alors aux Espagnols? Il leur fait croire qu'il risque de s'allier avec sa marine, car c'est là où je reviens à ce que j'ai dit, il a créé une marine de guerre. Donc il fait croire aux Espagnols que sa marine risque de s'allier à la marine ottomane et que ça pourrait être très dangereux. Donc, il mène ce jeu d'une manière très adroite. Et puis alors, contre l'Espagne, parce que l'Espagne est quand même très puissante à ce moment-là, il joue la carte anglaise. Au point même qu'il y a un projet que je trouve assez... Je me demande vraiment, ça n'a rien de réaliste. Il propose à l'Angleterre une alliance pour aller conquérir, tenez-vous bien, l'Amérique. Bon, je crois que ça me paraît complètement... C'est là où il y a de l'imagination, je pense. Alors, il s'appuie toujours sur ces éléments très solides, l'économie, l'armée, la main. Alors, la grande affaire du règne, c'est effectivement la conquête du Soudan. La conquête du Soudan, dont c'est bien connu, c'est pour, en somme, la concrétisation de sa nature califale. Un aspect, il revendique la propriété des mines de sel qui sont dans sa mine de Taraza, parce que le trafic entre le Maroc et l'Afrique noire repose depuis toujours, depuis l'Antiquité, sur un échange entre le sel et l'or. Bon, vous allez me dire c'est bizarre, mais n'oubliez pas que le sel est indispensable à la vie. Il faut du sel, et en particulier dans les zones de Sahel et les zones de forêt, il n'y a pas de sel. Donc ce sel, il vient nécessairement dessaler des mines de sel du Sahara. Donc lui dit, à un moment donné, les Askia de Gao ont pris le contrôle. Il y a eu déjà, avant, il y a déjà eu des escarmouches, des tentatives. Je passe. C'est un point très important. Celui qui a le contrôle du sel peut donc imposer un échange avec les gens qui apportent de l'or. On a cette description-là depuis l'Antiquité, ce qu'on appelle maintenant la troque à la muette.
ils apportent du sel, les autres apportent de l'or. Si ça ne leur plaît pas, ils remportent leur truc. Bon. Alors, premier aspect, c'est ça. Ah, il dit aux gens des Gao, vous n'avez pas le droit d'exploiter les salines, parce que moi, je suis calife et je suis donc propriétaire de ceux. Bon, évidemment, les Ascans n'acceptent pas. En plus, voilà que cet Ascan Gao prétend à un titre califal. C'est inadmissible. C'est pareil que les Turcs. Ils vont tout de même pas, c'est noir, c'est pas prétendre au calife. C'est pas possible. Alors, pour toutes ces raisons-là, il va attaquer dans le royaume de l'Empire de Gao, et c'est précédé par quelque chose qu'on ne peut pas négliger, hein, c'est la fameuse baïa du Bornou. Il y a un royaume du Bornou, si vous voulez, c'est dans l'état du Niger, hein, c'est Agadez, etc. Bon, alors, ces gens-là, ils sont menacés par l'Askia. Ils se pourvoyaient en armes auprès de l'Empire turc. Les Turcs ne veulent plus leur donner d'armes. Alors, ils pensent, en se tournant vers le Maroc, que le Maroc va leur donner des armes. Pourquoi veulent-ils des armes? Pour faire des esclaves. C'est un royaume esclavagiste, le Bornou. Hein. Ils vendent ces esclaves à l'Égypte et à tout le Moyen-Orient. Alors, bon, il fait, vous savez bien, cette campagne, il explique à ses courtisans qu'il va faire la conquête du Maroc. Alors ils disent, non, c'est pas bien, c'est aussi des musulmans, c'est pas licite d'aller faire la conquête. Alors il leur tient ce raisonnement, il leur dit, bon, on ne peut plus prétendre à aller du côté de l'Est parce qu'il y a les Turcs qui sont très puissants, on ne peut pas espérer reconquérir l'Andalousie. Alors, la seule voie d'expansion, il est cynique hein, quand il dit ça, la seule voie d'expansion, c'est vers le sud. Et puis, de toute façon, ces gens-là n'ont que des saguets, on en viendra vite à bout parce qu'on a des armes. Et c'est ce qui se passe. La bataille de Toumbibi, c'est un désastre pour les Noirs. Donc, ils conquièrent facilement le Soudan. Alors, donc, dans un premier temps, il ramasse les stocks d'or qui étaient dans les palais de Gao, ce qui fait dire aux chroniqueurs Kishtali et autres, oh là, on a quantité d'or, il est le maître de l'or, bon, très bien. Il rapporte aussi des esclaves, et c'est là où il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a encore des gens qui disent, ah oui, on a fait la conquête pour avoir des esclaves, pour la culture de la canne à sucre. C'est complètement faux et irréaliste. Pourquoi on aurait besoin d'esclaves pour cultiver la canne à sucre au Maroc, alors qu'il y a une population rurale présente? Est-ce que vous croyez par exemple qu'à Grenade, dans le royaume de Grenade, ils cultivaient la canne à sucre, on le faisait avec des esclaves? Est-ce que vous croyez qu'en Sicile, on le faisait avec des esclaves? Ou en Égypte? Mais pas du tout. Ce sont les gens du lieu qui cultivent la canne à sucre. Et c'est le cas au Maroc. On n'a pas besoin d'esclaves noirs pour cultiver la canne à sucre. Pourquoi on croit ça? Parce que dans les îles atlantiques, occupées et conquises et mis en valeur les Espagnols ou les Portugais, il n'y avait personne. Quand ils ont pris Madère, il n'y avait personne. Quand les Canaries ont été occupés, bon, il y avait les Guanches, mais les Guanches ont été exterminés, bref, il a fallu faire venir des esclaves. Et une des raisons pour lesquelles les Portugais font des razzias comme ça au Maroc, et ensuite du commerce d'esclaves sur la côte d'Afrique, c'est pour avoir de la main-d'œuvre dans les plantations de sucre. Mais le Maroc n'en a pas besoin. Et on continue à répéter ce truc. Moi, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Et c'est très clair que c'est les gens du lieu qui cultivent la canne à sucre. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, Kishtali avoue que, oh, ils se sont révoltés. Hein? Il y a même un marabout qui a incité les populations à aller attaquer les sucreries. Pourquoi? Ben, parce que le Marzen leur prend l'eau dont ils ont besoin pour leur culture. Donc c'est parfaitement clair que le but de l'opération n'est pas d'avoir des esclaves pour les plantations. Il y a eu des esclaves qui ont été rapportés. Les esclaves, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a des gens qui supposent que ça
ça a été un embryon d'armée noire, dont ensuite, qui a été développé ensuite par Moïse. Mais c'est aussi du personnel qui a servi pour le palais. C'est un esclavage domestique, essentiellement. Bon, alors, oui, c'est en 1583, il y a eu une raison. Je vous cite. Pour assurer l'exécution des contrats conclus avec les chrétiens, ils prenaient une grande quantité de terre cultivée pour y planter des cannes, ce qui mettait les morts, les musulmans, de ces montagnes dans un tel vénement qu'ils n'eurent plus de quoi manger. Ils ont donc attaqué les engins, les pressoirs, et ils les ont détruits. Ils ont dépouillé les marchands juifs qui les avaient affermés et améliorés. Donc c'est clair. Alors le sucre est quelque chose de fondamental pour le système. L'économie dirigée dont j'ai parlé repose beaucoup là-dessus. Alors, je suis étonné dans le livre de Mouline, pas seulement du titre, mais du fait qu'il écrit quelque part le sucre ne s'y intéresse absolument pas, sauf qu'il dit cette chose que je trouve incroyable. Il dit que Ahmed Al-Mansour a fait des raffineries de sucre. Si raffiner le sucre, il fallait bien que le sucre vienne de quelque part. Mais non, c'est incompréhensible. Hein, les raffineries. Bon. C'est vrai que le sucre était raffiné sur place avec des méthodes qui ont été probablement introduites depuis Grenade. Et aussi depuis les sucreries portugaises ou espagnoles. Parce que, oui, depuis Madère, on sait très bien, on a des textes, enfin, les bouchards qui avaient fait ces textes, il y a des gens qui sont venus, Madère, on peut dire des techniciens, qui sont venus aider les Marocains du Sousse à améliorer les machines, à écraser la canne et ensuite les techniques de raffinage du sucre. Le sucre, au départ, il est brun, hein, il n'est pas blanc. Alors, même pour le vendre mieux, on raffine le sucre, des méthodes, on a ce qui existait encore quand je suis arrivé au Maroc, quand même du sucre, hein, blanc. Bon. Parce que c'est dans des moules en terre qu'on faisait ça. Donc, le sucre, si vous voulez, c'est un point fort quand ça marche, un point faible quand ça ne marche pas. Bien. Alors, Daniel Rivet qui vient de faire l'histoire du Maroc que je vous conseille. Je ne dis pas ça parce que c'est mon ami, hein, mais parce qu'effectivement c'est quelque chose d'extrême. Voici ce qu'il dit. Dans la mesure où Abdel Malik a fait du développement du commerce du sucre une priorité essentielle de sa... Non, Ahmed Al-Mansour. Une priorité essentielle de sa stratégie politique, il a lié étroitement le destin de sa production à sa propre existence. Bon, en effet, c'est fragile le commerce du sucre. On peut dire, je crois, c'est ce que je vois à peu près à l'heure actuelle. Le Maroc a bénéficié, si vous voulez, d'un créneau, comme on dit aujourd'hui, favorable. C'est-à-dire que baisse de la production des îles de l'Atlantique, de Madère, des Canaries. Pourquoi? Eh bien, c'est les cultures intensives. Au bout d'un moment, ils s'y mettent des parasites, des maladies. Les rats mangeaient les cannes à sucre. Le sucre, la production a baissé énormément. Donc, c'est à ce moment-là, il semble possible que les commerçants européens, en premier lieu les Génois, ce sont les Génois qui sont les maîtres du sucre, ils sont venus se ravitailler au Maroc. Bon. Et ça, c'est avant qu'entre en production l'Amérique. L'Amérique commence à entrer en production à la fin du XVIe siècle et fortement au début du XVIIe. Concurrence, évidemment, redoutable pour le Maroc, qui n'est pas, c'est pas dans des conditions excellentes la production de la sucre du Maroc. Hein. Il faut de l'irrigation, il y a, bref, autrement dit, il y a une crise du sucre à la fin du XVIe, dans les dernières années du règne d'Ahmed Al-Mansour.
Et c'est très visible par le fait que certains fermiers des sucreries, fermiers capitalistes aussi, font faillite. Donc ils ne peuvent plus payer le fermage souverain. Et celui-ci va jusqu'à les remplacer par des Anglais. Il a affermé certaines sucreries à des Anglais. Et est-ce que tout ça n'a pas... Il faudrait préciser, je n'ai pas pu encore le faire, est-ce que tout ça n'a pas joué aussi dans le projet de déguerrir le Soudan? Vous pensez à quelque chose? Bon. Alors, dernière question. Je termine là-dessus. Est-ce que cette ambition califale date du début du règne? Il a été obligé de taire un petit peu, comme avait fait son père, Abdullah al-Khalid, qui n'avait pas trop revendiqué ça face aux Turcs. Mais tout de même, elle est affirmée dans la titulature. Face au... Alors, Israël nous raconte ça, c'est assez amusant. Il y a des ambassadeurs qui vont à Istanbul, et alors ils disent oui, on vous reconnaît comme souverain, mais n'oubliez pas que la famille chérifienne est très digne de respect, etc. Autrement dit, les Turcs ne sont pas en mesure d'imposer leur volonté au Maroc, et le Maroc n'est pas en mesure de trop contester. Alors, on est un peu, il faut le dire, on est un peu dans l'hypocrisie. Hein. Bon. Voilà. J'ai dit déjà, en ce qui concerne la flotte, que c'était un moyen de chantage. Un moyen de chantage qui, là aussi, est sous-estimé par Molly, il me semble. Voilà, donc, vous savez comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé indépendamment de l'événement politique. Hein. On en a parlé, Tricky et moi-même, dans les articles qui paraît-il ont eu du retentissement. La peste éclate en Espagne en 1596. Elle passe au Maroc, c'est facile, c'est à côté. Et à l'époque, on n'a rien pour se défendre contre la contagion. On n'a rien. On a les prières ou la fuite. Mais la fuite, c'est pas bien parce qu'on dissémine la maladie. Donc, catastrophe. La peste éclate au Maroc en 1597. Elle va durer avec des hauts et des bas dans certaines régions. Ça s'arrête, ça reprend. Il y a des famines liées à l'épidémie ou pas. Et puis, après la mort d'Ahmed al-Mansour, il est probable qu'il meure lui-même de la peste. Hein. C'est ce qu'on pense. En 1603. Ces problèmes de succession, vous savez, n'ont pas été réglés. Il n'y a pas de loi successorale. En principe, c'est le fils aîné. Alors, vous connaissez l'histoire avec Al-Mamoun. Il l'a désigné comme son successeur, mais Al-Mamoun se trouve très mal. Voilà. Il boit, il rend, enfin bref. Et alors, donc, c'est un désastre. À partir de 1503, c'est plus seulement un désastre naturel, de maladie, de famine, c'est la guerre civile. Et ça va durer, ça, jusqu'en 1610. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a des témoignages européens qui sont à Marrakech, qui disent que... Il y a même eu des cas d'anthropophagie. Hein. C'est épouvantable. Les Hollandais entrent en scène à ce moment-là. À partir de 1598, les Pays-Bas sont indépendants. Et ils arrivent vite aussi sur le marché européen. Il y a un consul, il y a un représentant des Pays-Bas qui est à Marrakech, qui dit on ne peut même pas acheter un œuf. Il n'y a plus rien à manger, plus rien, c'est la cata. Donc, il dit on ne peut pas faire de commerce, il n'y a plus rien à faire. C'est désespérant. Et en effet, c'était tellement désespérant qu'est apparu à ce moment-là un personnage assez remarquable qui dit qu'il est le Mahdi, que c'est la fin du monde. Et il y avait toutes les raisons de le croire. Hein. C'est Abou Mahdi. Il dit, moi je suis le Mahdi, la fin du monde est proche.
Et mettez-vous à la place des gens. Quand ils étaient dans cette situation inextricable, dans ces malheurs, ils pouvaient le croire en quelque sorte. Hein. Donc, le règne d'Ahmed Mansour finit, enfin, ça finit très mal. C'est une histoire. Au somme, ça a été le point culminant de la dynastie. Il est arrivé à faire en sorte que le Maroc soit reconnu comme une puissance, évidemment, et puis tout s'est effondré. Pour des raisons circonstancielles, pour certaines raisons aussi qui sont des raisons de faiblesse intrinsèque du régime. Le fait, par exemple, que son économie soit tournée vers les exportations et repose, ce qu'on dirait aujourd'hui sur une monoculture, le fait que c'est un régime militaire, hein, etc. Bref, c'est une période de l'histoire marocaine particulièrement intéressante. Et c'est pourquoi je me suis permis de dire dans ce livre qui reste caché, que j'ai donné comme sous-titre au seuil de la modernité. Et alors il y a des mauvais esprits qui disent ah oui, mais il est resté au seuil. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Voilà, je vous remercie. Et j'aimerais, si vous en avez le plaisir, que vous posiez des questions, ça pourrait être intéressant. On va raconter des salades comme ça, tout ça.